Salut à tous, c'est Lassel Pro. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie du naufrage du Titanic. Donc, allez, c'est parti. Ça a été très long et laborieux. Nous avons réalisé plus de 200 mosaïques pour l'interprétation du site en prévision de futures missions archéologiques. Au bout de 4 ans de travail, le Titanic a été virtuellement mis à sec. Désormais, les océanographes peuvent délimiter de façon plus précise le site du naufrage et les archéologues ont enfin une vision globale de l'épave. C'est comme si le brouillard s'était levé. On peut désormais voir à travers l'obscurité. Si on retire l'eau qui entoure le Titanic, le site se présente sous un jour totalement nouveau. Il n'est plus impénétrable. Il est là, sous nos yeux, et on peut l'explorer. Ce qui reste du transatlantique est éparpillé sur une surface d'environ 130 hectares, l'équivalent de 130 terrains de rugby. On peut grosso modo diviser le site du naufrage du Titanic en deux sections principales, celle de la proue et celle de la poupe, qui se trouvent à environ 800 mètres l'une de l'autre. Et après, il y a plusieurs champs de débris. 5 champs au total qui contiennent chacun des fragments du navire ou des objets qui ont été projetés par-dessus bord lors du naufrage. Cette incroyable modélisation en 3D redonne au Titanic une partie de sa splendeur passée. Libérée de son linceul aquatique, l'épave va enfin pouvoir révéler tous ses secrets. Les gens pensent que la science ne laisse aucune place à l'émotion. Mais quand on voit le pont où l'on sait que tant de gens se sont dit adieu, c'est un lieu essentiel du navire. Le bastingage, où pendant cette nuit glacée, des pères ont embrassé leurs enfants avant de les installer dans un canot de sauvetage, puis se sont penchés pour les apercevoir une dernière fois. Les hublots, par lesquels des passagers coincés sous le pont ont aperçu pour la dernière fois la nuit étoilée, tandis que le paquebot s'enfonçait dans les flots. Et même le mât et le nid de pie, d'où la voix de Frédéric Fleet qui occupait le poste de vigie, a transpercé le silence de la nuit quand il a aperçu l'iceberg à l'horizon. Les 2 ancres principales, 8 tonnes chacune, sont toujours en place. Elles étincellent sous les rayons du soleil pour la première fois depuis plus d'un siècle. Et la majestueuse proue se dresse toujours fièrement. Malgré la violence du naufrage et tout le temps que le navire a passé au fond, la proue en particulier laisse encore entrevoir ce qu'a été le Titanic. C'est à l'avant du bateau que se trouvaient la plupart des équipements les plus luxueux. Le grand escalier, qui s'élevait sur 5 niveaux, la piscine chauffée, réservée aux passagers de première classe, et une salle de sport dernier cri située sur le pont supérieur. La modélisation révèle que cette partie du navire est restée relativement intacte. Fichée dans le sol, presque parfaitement verticale, cette portion de la coque du Titanic semble avancer sur le plancher océanique. Sa proue fendant la vase, comme s'il s'agissait de vagues. Cette vase va d'ailleurs fournir aux scientifiques de précieux indices sur la manière dont le Titanic a touché le fond. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, ils examinent avec attention les images de la proue.
Le mouvement de vagues visible sur la modélisation est encore plus flagrant ici. Et à l'avant du bateau, on distingue très clairement des monticules de vase. Il y a sûrement un lien avec l'impact de cette partie de la coque. Autour de la proue, sur le fond, il y a une prolifération de sédiments très différents. Quand le navire a coulé, la proue s'est enfoncée très profondément dans le sol, ce qui a fait remonter d'énormes quantités de vase. L'impact a donc été très violent. La proue ne dépasse que de 12 mètres au-dessus du fond de l'océan. Cela signifie qu'il reste 20 mètres enterrés sous la surface, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. À partir de ces mesures, les scientifiques peuvent affiner leurs calculs sur la vitesse de l'impact. Il a coulé de manière très douce. Sa proue aérodynamique pointait dans la direction de la descente, donc il n'y a pas eu de secousse. Ça n'a pas été particulièrement violent, sauf au tout dernier moment. Une fois séparée du reste du paquebot, la proue coule la première, à une vitesse d'environ 55 km/h, et selon un angle compris entre 15 et 30 degrés. L'impact sur le fond de l'océan est d'une violence inouïe. Quand la proue a enfin touché le fond, le paquebot s'est enfoncé dans la vase presque jusqu'à la hauteur des ancres. Débarrassé de sa gangue aquatique et mis en lumière, le lieu de l'impact apparaît figé à tout jamais. Les scientifiques continuent d'analyser toutes les informations désormais accessibles. Étant donné que la proue est quasiment intacte, ils vont pouvoir se pencher sur l'un des plus grands mystères liés à la catastrophe: la collision avec l'iceberg. Le rapport officiel de 1912 sur le naufrage laisse entendre que l'iceberg a déchiré tout le côté droit du navire sur plus de 90 mètres, soit plus d'un tiers de la longueur totale de la coque. Pourtant, d'après les déclarations de plusieurs témoins, le Titanic a mis près de 2h30 à sombrer. Les scientifiques sont perplexes. Avec une brèche de 90 mètres de long, le Titanic aurait dû couler en quelques minutes. Paul-Henri Nargeolet a effectué 30 plongées sur l'épave du Titanic à 3800 mètres de profondeur, mais il n'a jamais vu une telle déchirure. On essayait de trouver à quel endroit le Titanic avait heurté l'iceberg. Pourquoi il était dans cette position? Pourquoi il y avait des fissures? Pourquoi il y en avait là et pas ailleurs? Paul-Henri Nargeolet et son équipe se tournent alors vers la mosaïque d'images ultra haute résolution de l'épave pour y trouver d'éventuels indices. Cette vue de profil de la proue a été reconstituée à partir de plus de 3000 images individuelles. Cette mosaïque de la coque montre le Titanic tel qu'on ne l'avait encore jamais vu. En 25 ans de plongée sur l'épave, personne n'avait jamais réussi à obtenir une vue de profil de la proue. Sur la mosaïque, on peut voir un énorme trou dans la coque, mais les experts ont établi qu'il était dû à l'impact quand le navire a touché le fond, et non à sa collision avec l'iceberg. Là encore, même sur ces images d'une précision inégalée, ils ne trouvent aucune trace d'une très longue déchirure sur la coque. Pourtant, lorsqu'ils examinent les vidéos, les scientifiques distinguent des zones d'impact beaucoup plus restreintes. Les dégâts provoqués par l'iceberg semblent se limiter à une longueur d'environ 10 mètres. Ce n'est pas une longue déchirure, ce sont plutôt plusieurs petites entailles. Au total, ces entailles dans la coque représentent une surface d'environ 1 mètre carré. Un trou de cette taille laisserait entrer 1400 litres d'eau à la seconde. Et quand les scientifiques calculent le temps qu'aurait mis le Titanic à couler, à partir de ces données, ils trouvent un résultat de 2h30, soit exactement le temps que le transatlantique a mis pour sombrer.
Cela invalide donc la thèse de la longue brèche. L'iceberg n'a provoqué que de petites perforations sous la ligne de flottaison, mais qui ont suffi à provoquer le naufrage. Pour l'équipe, il reste cependant deux autres questions cruciales. À quel moment et à quel endroit le navire s'est-il brisé en deux? À 600 mètres de l'énorme proue du paquebot, au milieu du champ de débris, repose ce qui reste de la poupe, l'arrière du navire. C'est la deuxième plus grosse partie de l'épave, presque 120 mètres de long. Il est évident qu'elle est en bien plus mauvais état que la proue. La poupe. Donc, voici la deuxième partie. Nous regarderons une troisième partie. Il y aura encore 3 parties. Donc ces 3 parties vont vous expliquer tout autre chose. Donc ils disent pas que ça a été brûlé par le feu, parce qu'en fait ils veulent que personne ne le sache. Mais il y a des scientifiques qui ont été trop, comment dire, qui ont trop parlé, et donc du coup presque tout le monde maintenant le sait. Il y en a plusieurs qui le font, des vidéos sur ça. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Ciao les potes!